Internet est arrivé dans notre vie quotidienne au beau milieu des années 90, au point que 10 ans plus tard, nous avons même oublié comment nous faisions avant. Je n'ai jamais vu aucune société, ni Apple, ni eBay, ni Cisco, qui ait grandi aussi rapidement que... Google a tout simplement explosé. Nous avons appris à surfer, à cliquer, à nous servir du web et de l'email. L'Internet a grandi et grossi et nous est apparue la nécessité de trouver l'information exacte que nous cherchions, comme une aiguille dans une botte de foin. Et Google est alors apparu. En quelques mois, ce moteur de recherche a révolutionné notre usage de l'Internet. La réponse à toutes nos requêtes était là, sur notre écran, avec une rapidité et une exactitude stupéfiantes. J'ai visité l'endroit au tout début en 98, ils n'étaient qu'une trentaine. Ils venaient au bureau accompagnés de leurs chiens et ils dormaient par terre. J'y suis retourné 6 mois plus tard, ils étaient près de 200. Ils remplissaient tout le bâtiment. J'y suis retourné encore, ils avaient rempli plusieurs immeubles. Quand vous y allez maintenant, c'est le QG d'une énorme boîte. Des bâtiments en pagaille, c'est devenu un titan mondial, avec des milliers d'employés. C'est donc au cœur de la Silicon Valley que Google a installé son siège, le Googleplex. Partir de rien, 2 types de Stanford avec une idée, pour arriver à une société d'une valeur de 30 à 40 milliards de dollars 5 ans plus tard. C'est une création de richesse plutôt impressionnante. Utilisé quotidiennement par un demi-milliard de personnes à travers le monde, Google suscite fascination et interrogation. Ne sont-ils pas trop puissants et trop secrets ? N'en savent-ils pas trop sur notre compte personnel ? Peut-on leur faire confiance ? Si personne ne contrôle Google, Google nous contrôlera-t-il tous un jour ? Et pourquoi voit-on ces lampes bizarres posées un peu partout ? C'est un objet particulier qui est sur tous les bureaux des Googlers. Si tu attends un peu, ça explose à l'intérieur, ça ressemble à un volcan. Google nous a entrouvert ses portes pour partir à la découverte de son monde. Alors pour tout consigner de ce voyage au-delà de sa page d'accueil, nous avons créé notre blog, notre journal, La Machine à Penser. La première chose qui vous frappe quand vous pénétrez dans les locaux de n'importe quel bureau de Google à travers le monde, c'est la jeunesse des gens qui travaillent ici. Moins de 30 ans, cela semble être la règle. Ces lampes volcans représentent Google. C'était le premier objet de déco mis en place dans les bureaux de Mountain View. C'est devenu l'image de la googlitude. Je trouve ça cool. De bureaux en écran, de Dublin à San Francisco, partout des symboles et des décors identiques. Des jeunes gens habillés par Google, emblème de l'appartenance à une famille, un club mondial d'un nouveau genre. Le problème, c'est qu'elle chauffe trop. C'est du gâchis d'énergie. C'est joli, mais je ne l'utilise pas. Google a très vite quitté les nids douillets de Mountain View dans la Silicon Valley pour essaimer des bureaux partout à travers le monde. Dans leurs valises, ils ont emmené les lampes, le baby-foot et les grosses balles en caoutchouc. Mais dans leur carton, ils ont aussi exporté une nouvelle façon d'organiser le travail, iconoclaste et différente. Cette organisation puise ses sources dans les missions qu'ils se sont eux-mêmes assignées. Google est le plus populaire des moteurs de recherche. Notre mission est d'organiser toutes les informations et de les rendre universellement accessibles. Je m'appelle Marissa Mayer. Je suis vice-présidente recherche et expérience utilisateur. Beaucoup d'entreprises doivent adapter leur éthique à leur activité réelle. Notre éthique n'a jamais changé. Elle est restée telle que Larry et Sergey l'ont définie à la naissance de Google en 1998.
Les fondateurs de Google n'ont connu que 2 choses dans leur courte vie, l'université et Google. Quand j'ai rencontré Larry et Sergey, j'étais moi aussi à Stanford et je connaissais la mentalité de ces étudiants en informatique. Ils font du roller, mangent de la pizza au petit déjeuner et s'ils vous bousculent dans la rue, ils ne s'excusent même pas. Larry et Sergey étaient comme ça, mais ils se sont transformés en businessmen capables de définir une vision de ce qu'ils voulaient accomplir et de ce qu'ils voulaient pour Google. Et ça m'a semblé très fort et incontestable. Ne faites pas le mal. Organisez l'information mondiale et la rendre disponible à tous. Larry Page et Sergey Brin ont parsemé leur ascension de petites pensées dont la témérité et la naïveté laissent pantois. Ces 2 types ont grandi, sont devenus immensément riches, mais l'esprit potache est resté. Vous pouvez voir sur cette map monde comment les gens utilisent Google. Chacun de ces petits points qui montent vers le ciel représente environ une trentaine de recherches. Nous voilà aux États-Unis, ici la Californie. Vous pouvez constater que la nuit japonaise est très occupée. Regardez Tokyo qui monte, beaucoup d'activités en Chine, pareil en Inde, un peu d'activités au Moyen-Orient, des petites poches. L'Europe est au milieu de la journée et ça marche très fort dans une gamme de langues très large. Ils ne sont pas très pragmatiques, mais ils n'ont pas besoin de l'être. Ils ont une énorme organisation derrière eux avec plein de gens brillants qui, eux, sont pragmatiques. Ils peuvent être idéalistes, ils peuvent parler du glorieux objectif de la mise à disposition universelle de tous les savoirs. C'est chouette de les avoir. Pour que Google grandisse, ce que nous voulons, c'est que les gens cherchent de plus en plus. Ce qui signifie que nous voudrions des gens en meilleure santé, des gens mieux éduqués, y compris les animaux s'ils devaient commencer à chercher aussi. En fait, nous voulons construire un monde meilleur. Google a réussi mieux que quiconque à maintenir une ambiance cool et détendue après son entrée en bourse. C'est Eric Schmidt, le PDG de Google, qui a imposé ça. Car il est très conscient de ce qui arrive quand une boîte de ce genre vieillit et qu'il y a de l'argent partout. Si l'on veut gagner dans le monde de l'Internet, il faut avoir une stratégie graduée. Il faut avoir une stratégie globale, avoir un produit qui permet d'agglomérer beaucoup de sources d'informations. Et il faut être très rapide. Pour Google, une stratégie graduée, c'est plus de serveurs, plus de réseaux en fibre optique, plus de chiffre d'affaires, d'employés, de formation, plus d'annonces de produits, etc. Le génie d'Eric Schmidt fut de comprendre très tôt dans l'histoire de Google que leur truc, ce n'était pas la recherche. Ils ont pensé pendant un moment que l'organisation de l'information, c'était ça leur truc. C'est peut-être encore vrai. Mais ils ont évolué bien au-delà. Parce que ce qu'ils ont vite compris, c'est qu'ils avaient inventé un modèle économique totalement génial, fondamentalement novateur. Vous fournissez un service gratuit et vous faites payer des annonceurs dans la coulisse. Google facture des sommes microscopiques, multipliées par des milliards de clics. C'est un modèle économique brillant, car pour l'utilisateur, votre fidélité vient du fait que Google vous offre cette incroyable expérience pour 0 centime. La devise de Google est « Ne faites pas le mal ». La totalité de ses revenus sont générés par la publicité sous la forme de résultats achetés qui s'affichent à la droite de vos résultats naturels. Selon un sondage, seuls 40% des gens font la différence entre les résultats achetés et les résultats naturels. Les pubs sur Google sont d'autant plus efficaces qu'elles n'ont pas l'air d'être de la pub. Est-ce faire le mal ? En tout cas, ça rapporte. 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 3 milliards de dollars de bénéfices, une valeur en bourse de 165 milliards de dollars. Sophie a 27 ans, elle est formatrice chez Google France. Elle forme les annonceurs qui veulent acheter des mots. Elle nous emmène chez Yann, il est publicitaire et il achète ces mots. Tous les mots de la langue française sont donc à vendre. Ajoutez le même nombre de mots en anglais, en espagnol, en chinois, en italien, en russe, en suédois, en farsi, en arabe, en hébreu, en portugais, en flamand. AdWords et comment ça fonctionne, quoi. Déjà, ce sera pas mal. Et puis sur l'interface, savoir se débrouiller et être un petit peu autonome. Quand j'ai démarré, en tout cas, moi, j'y croyais pas tellement.
Enfin, j'avais pas cette vision-là à l'époque, c'était en 2003, hein. C'était au tout début, le bureau de Paris venait de se créer, et on n'avait pas cette vision-là, on se dit ouais, ça a l'air sympa, j'étais comme aujourd'hui, les annonceurs qu'on essaie d'évangéliser. Sympa, bon, ça doit être un peu chiant comme métier quand même, d'écrire 95 lignes de texte, 95 caractères. Et c'est vrai que quand on a mis le pied dedans, et si par chance on s'est mis sur un secteur qui fonctionne mieux que les autres, c'est là on prend une claque. Là c'est vraiment, ça marche. Et ça marche très très bien, et ça explique l'explosion qu'il y a eu derrière. En fait, on s'est retrouvé à proposer un modèle de publicité qui fonctionne. Quand quelqu'un cherche sur Google une information, si demain je vais chercher un billet d'avion sur Google ou un bijou, enfin si je vais taper billet d'avion dans Google, en général c'est que je cherche une information, enfin dans plus de la moitié des cas commerciale. Et donc du coup, c'est excellent de faire de la publicité quand c'est pertinent et quand on a une réponse à un besoin. Pour un publicitaire, je crois qu'il n'y a rien de plus agréable de se dire qu'on ne crée pas un besoin, on répond à quelque chose qui existe et on donne la solution. Et nous, notre travail, en fait, c'est de faire en sorte que le client remonte pour toutes ses requêtes, que serait susceptible justement de rechercher les internautes. Les mots qu'il va taper, c'est le premier boulot qu'on va faire. C'est d'abord aller réfléchir. Quelqu'un qui va acheter un clavier, qu'est-ce qu'il va taper dans un moteur de recherche? Et donc du coup là on a des outils, on a pas mal de choses, il y a des outils de suggestion. On va commencer par le plus bête, le clavier d'ordinateur. Achat de clavier d'ordinateur. Et après on va peut-être attaquer du matériel informatique, détaillant informatique, magasin informatique. Les modèles aussi, des produits. Et ensuite on va mettre en relation ces mots-clés à des annonces que vous allez voir apparaître sur Google en fait. C'est là que les liens commerciaux sont intéressants. J'ai que 8 liens commerciaux sur une page. Là où j'ai 10 résultats naturels qui sont tout mélangés. Et quand je fais une requête commerciale aujourd'hui, même moi en tant qu'internaute, parce que je connais bien le système maintenant, j'avoue que quand je fais une requête commerciale aujourd'hui dans un moteur de recherche, et notamment dans Google, je vais systématiquement aller regarder ce qui se passe en lien sponsorisé. Alors des fois ça me fait rire parce que je vois ce qu'ont fait mes petits collègues, mais quand je veux acheter aujourd'hui un voyage, un billet d'avion sur internet, je ne regarde que les liens sponsorisés parce que je sais que c'est là que je vais trouver les gros acteurs du marché, ceux qui sont prêts à dépenser de l'argent pour m'attirer vers eux, donc qui ont une offre qui est quand même potentiellement intéressante. Le moteur de recherche et la publicité sont le cœur de notre métier. Nous devons donc nous assurer que ce cœur fonctionne bien et c'est pourquoi nous y allouons la majorité de notre personnel technique. Puis nous avons 20% de nos projets qui sont liés à la recherche, mais qui sont plus spéculatifs. Des projets que nous testons et que nous améliorons au fur et à mesure afin qu'ils répondent correctement aux besoins des utilisateurs. Enfin, nous mettons 10% de notre personnel sur des projets iconoclastes qui n'ont souvent rien à voir avec la recherche, mais qui sont très prometteurs. Pour accompagner sa frénésie d'innovation et son expansion mondiale, Google s'est lancé dans une campagne d'embauche effrénée. Ils étaient 39 à avoir des lampes Volcan en 98, ils sont 14 000 en 2007. Google reçoit près d'1 million d'offres de candidatures par an. 1 million de personnes qui veulent entrer dans un des clubs technologiques les plus fermés de la planète et faire partie de l'expérience. Pour devenir Googleur, employé de Google, vous allez subir un parcours du combattant qui peut durer jusqu'à 8 mois. Vous répondrez comme vous pourrez à des questions du genre « Comment vendre un produit à 1 million de personnes ?» ou encore « De combien de façons pouvez-vous peindre un icosaèdre avec une couleur sur 3 ?» Tous les étudiants du monde entier qui sortent de la fac veulent aller travailler chez Google. C'était pareil pour Microsoft dans les années 90. Ils reçoivent des CV de partout, d'Europe, d'Inde, de Chine, de partout aux États-Unis. Et ils peuvent choisir qui bon leur semble. Je crois que nous avions dès le début une vision précise du genre de personnes que nous voulions engager. Nous cherchions avant tout la diversité. Nous voulions que Google reflète la diversité du monde que nous espérons servir. Dès le départ, il y avait des neurochirurgiens, des cuisiniers qui avaient travaillé dans le monde entier. Et donc Google récupère la crème de la crème de toutes les universités de la planète. J'ai envoyé mon curriculum pendant une nuit d'été. Je surfais sur le net et j'ai trouvé une annonce qui disait chercher des Italiens pour travailler à l'étranger.
J'étais entre deux jobs et j'étais prêt à tenter une nouvelle aventure. J'ai posé ma candidature juste pour rigoler. Je n'ai jamais cru que ce serait possible. Quand j'ai posé ma candidature chez Google, je n'ai jamais cru qu'il me prendrait. Google semble si énorme que tu ne peux pas imaginer être la bonne personne. La politique de départ, c'était que quand une équipe embauchait, tous les membres de l'équipe avaient leur mot à dire. La plupart des gens font plusieurs interviews par semaine. C'est régulier, doivent écrire des rapports détaillés, doivent noter les gens, certains doivent aller à des comités d'embauche qui ensuite comparent les gens, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très organisé, mais en même temps de très démocratique. Il n'y a pas une douzaine de personnes dans la compagnie qui ont droit de veto sur tout. Moi, c'est la première fois que je participe à des entretiens de recrutement, donc ça, c'était une première pour moi. Mais on arrive dans une équipe, 6 mois plus tard, on participe à des entretiens de recrutement. C'est beaucoup de responsabilités, donc c'est hyper positif. Je pense que le principe d'avoir beaucoup de personnes qui rencontrent le candidat est un point important parce que ça permet d'avoir plusieurs angles. Et d'ailleurs, on fait rencontrer pas seulement le futur manager, mais également les futurs collègues et voire même des futurs subordonnés. Tu as des entretiens avec tes futurs collègues, avec des managers, avec des gens d'autres équipes. C'est pour t'appréhender sous différents angles. Les questions sont toutes différentes. Je pense que la chose que je cherchais le plus, c'était la connivence, enfin pas la connivence, mais le degré de complicité que j'allais pouvoir avoir avec cette personne, qu'elle allait travailler tout le temps avec moi. On a inventé ce concept de googlitude. Quand on voit quelqu'un, on se demande s'il a la googlitude. Et pour nous, ça veut dire, cette personne est-elle intéressée par le monde qui l'entoure? Se sent-elle socialement responsable? Et aime-t-elle vraiment la technologie? Des gens curieux, des gens un peu originaux, des gens qui avaient vraiment... avec qui ça allait être agréable de travailler. Après, on pouvait toujours leur apprendre le métier et qu'ils pourraient le faire bien, mais c'était important qu'ils aient un certain état d'esprit, en fait, qui est très dur à définir. Ils cherchent des gens qui s'intègrent dans une équipe. Ça semble un peu cliché, mais nous sommes dans un quartier général, tout le monde vient de pays différents, et c'est important que tu t'entendes avec tout le monde. C'est plutôt un processus assez systématique qui permet de détecter la bonne adéquation et de trouver le bon talent. Il n'y a pas de science infuse et il n'y a pas d'algorithme pour ça. On va les appeler tous les uns après les autres pour qu'ils se présentent et qu'ils nous fassent l'habituel numéro de plaquette. Que vous veniez d'ici ou d'ailleurs, la culture Google commence exactement là, lors de la présentation des nouveaux aux anciens. Les Nooglers, contraction de New et de Googler, vont alors subir un léger bizutage pour entrer dans la fraternité Google. Gaël Meguer, Mathilde Delval, Maxime Bounen et Naïm. Cette petite sauterie hebdomadaire, c'est le TGIF. En anglais, Thank God It's Friday. Dieu merci, c'est vendredi. Le TGIF, c'est comme le reste. C'est mondial. Voilà, il y a un bizutage traditionnel pour les stagiaires de Google. Vous allez prendre le micro chacun et essayer de nous faire rire. Hi, I'm Adrian. No, that's the beginning. So the embarrassing part. That was my embarrassing part now. I actually got a ticket once from Philadelphia police for public urination. That's good enough. I've composed, well, just like an anthem for Google. So actually, once you go ahead and visit the global network, the first thing you need is a good web search. We have search. Actually, we've not search. So go ahead and visit our webpage, gwgle.com. It's open 24/7. Quand on arrive chez Google, je crois qu'on regarde autour de soi et on se dit « Je suis peut-être pas bête, mais je suis pas le seul. » On fait un travail en tête-à-tête dès le début, pour aider les gens à démarrer, pour leur montrer comment ça fonctionne chez Google. On les aide à prendre leur envol.
On a ce système de potes. C'est quelqu'un qui s'occupe de toi quand tu arrives. Il te fait rencontrer tout le monde. Il sait que tu es anxieux, stressé. Après cette période de formation, tu arrives à ton bureau et cette personne est toujours là pour t'aider et te conseiller. Cette personne est toujours là pour toi. C'est ton pote. Une fois cette première étape franchie, ils sont bons pour le service, ils sont autonomes. Nous avons cette culture d'autonomiser les gens, de leur donner les clés de leur marché. C'est surtout vrai pour les marchés des pays émergents. Ce sont des petits marchés, des petites équipes. On responsabilise les gens au maximum. Ils sont propriétaires de leur business. Constantina est Googler depuis 1 an. Elle a quitté la Bulgarie à 28 ans pour devenir à Dublin présidente de la Google Bulgarie. Constantina est l'unique employée à résoudre les problèmes des annonceurs bulgares. Sa meilleure copine est présidente de la Google Roumanie. Si vous avez compté les drapeaux, vous aurez compris que Google a investi toute la planète parce que les mots sont à vendre, aussi bien en Bulgarie qu'en Ukraine ou ailleurs. Le truc le plus stressant, c'est que tu appelles de la part de Google. C'est Google qui appelle le client. Je me sens investie d'une grosse responsabilité, je me dois d'être professionnelle pour pouvoir leur parler. Et j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas détenir les réponses à toutes les questions et qu'il n'y avait rien de grave à dire, je ne sais pas, je vais vérifier. Au début, c'était assez bizarre de constater que personne ne vérifiait quotidiennement mon travail. Ça m'a beaucoup stressée. En fait, personne ne te contrôle. Maintenant, je me sens plus détendue. Je sais que si j'ai besoin d'aller me reposer, personne ne me fera de réflexion sur mon absence. Je me sens plus efficace, je planifie mon temps comme je veux. Google considère que les meilleures idées peuvent naître entre 2 portes. Du coup, cette entre 2 portes est organisée. Baby-foot, billard, ping-pong ou même jeux vidéo ne sont qu'une façon de prolonger la relation avec ses collègues. L'échange d'idées ne passe plus par la messagerie instantanée ou le courrier électronique, mais par des rencontres face à face. Une nouvelle façon d'améliorer la créativité des employés. On met des penses bêtes. Ensuite, on met un truc qui fait partie de la googlitude. Un truc pour rigoler. Un truc marrant. Il faut une petite boule. Mais je l'ai perdue. Tu la mets là-dedans, elle descend, et ça fait tourner le truc. Duna, où est-ce qu'on peut trouver la webcam du restaurant? J'arrive pas à la trouver. Vous avez faim. Sur la page DubDub. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. La caméra de la cuisine. Voilà, il est 12h20, il n'y a pas encore trop de monde. Là, vous avez le menu du café-terre. Il y a différents menus, le salad bar, le sushi bar, le panini bar. On a toujours un menu ethnique. Aujourd'hui, c'est un menu ukrainien, mais ça peut être indien ou italien. Les sushis étaient très populaires, mais maintenant, j'en ai un peu marre du sushi. Si vous êtes Googler, vous ne payez pas vos repas. Une recette dont la notoriété a fait le tour du monde. Un calcul simple de rentabilité vous aidera à comprendre pourquoi. Si l'on imagine que se nourrir au travail coûte à votre employeur environ 2 000 € par an, sans parler du temps perdu à faire la queue pour payer à la caisse ou même sortir de l'entreprise pour trouver un restaurant, alors vous aurez compris rapidement que les gains en productivité sont à la base même de la gratuité. La gratuité de la nourriture, c'est aussi l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à un employé.
L'amour pour son entreprise s'en trouve démultiplié, ses heures de travail aussi. Tous mes amis sont chez Google. Ici, je n'ai pas le temps de sortir et de rencontrer des gens en dehors du boulot. Quand tu arrives ici, tu es toute seule. Tous les gens qui arrivent à Dublin sont dans la même situation. On a besoin de se faire des amis. Et où tu peux te faire des amis? Bah ici, chez Google. C'est très ouvert, les gens sont super et deviennent vite des amis. C'est un énorme avantage. Dans mon boulot précédent, il fallait que je sorte au restaurant. Il fallait penser au menu. Ici, tu ne penses plus à ça. Tu descends, tu manges, tu viens avec tes potes. C'est une super façon de rencontrer les gens, de prendre son temps, d'échanger. Comme les œufs brouillés, c'est le maximum de ce que je sais faire en cuisine. Google s'occupe de me nourrir correctement de temps en temps et c'est très bien comme ça. Par contre, il faut faire attention à ne pas se prendre quelques kilos en plus. Et c'est pour ça qu'ils ont installé une salle de gym. La bouffe est gratuite, mais on a aussi gym et massage gratuits. Cela dit, je n'ai pas choisi ce boulot pour la bouffe gratuite. C'est un super avantage, mais bon... On est dans un monde d'informaticiens. Un monde de gens qui passent leur journée scotchés devant leur écran à écrire du code, à écrire du texte. C'est un métier dans lequel on a des rythmes de travail très particuliers. Dans lequel on peut rester 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures d'affilée au bureau. Et il y a là une volonté de créer une hygiène de vie pour leurs collaborateurs et qui tient à ce que cette hygiène de vie va permettre de travailler sur la durée et d'éviter justement l'enfermement ou l'abrutissement. Alors, il y a une démarche totalement paternaliste. Beaucoup des innovations de Google en matière sociale, pour employer ce mot, chez nous, nous les connaissons, sont les comités d'entreprise qui l'offrent, qui proposent. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc, du coup, ils le réinventent. Il existe un contrat social dans toutes les boîtes de haute technologie et surtout les startups à leur tout début. Et ce contrat dit, prenez des risques avec nous, donnez le maximum et vraiment tout ce que vous avez. Vous allez peut-être dormir par terre, travailler 100 heures par semaine, vous n'aurez peut-être pas d'autre vie que le boulot pendant quelques années, mais si on y arrive, vous allez être riche au-delà de vos rêves les plus fous. Google est un exemple de ça. Ils y sont arrivés. Est-ce qu'ils ont broyé des gens? Bien sûr qu'ils ont broyé des gens. Les gens ne craquent pas parce que la compagnie a trop de succès. Ils craquent parce qu'il est impossible de tenir ce rythme pendant 10 ans. J'ai fait de la politique pendant 4 ans. J'étais maire adjoint de ma ville et c'est une expérience formidable, totalement différente de ma formation. Parce qu'il y a des règles dans la politique qu'on n'étudie pas à l'école. La façon d'approcher les gens. C'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain. Personne ne t'apprend comment s'intégrer à des gens qui viennent du monde entier. Tu dois apprendre ça tout seul.
Pour pas mal de gens, Google, c'est leur premier job. Ils arrivent, ils voient cet endroit super, la bouffe gratuite. Pour beaucoup, c'est comme le paradis. Ils n'ont jamais travaillé dans une entreprise à l'ancienne, comme il y en a plein en Italie. Tu vas au boulot, tu t'emmerdes, tu pointes, tu t'assois à ton bureau, tu fais ton travail et t'attends 5 heures pour rentrer chez toi. Moi, je suis heureux d'aller bosser. Christian est italien, c'est un vieux googleur puisqu'il a 32 ans. Après 5 ans d'ancienneté, son salaire est celui d'un cadre moyen, ni plus ni moins. Pour arrondir ses fins de mois, Google a mis en place un système de primes accordé en fonction de l'opinion de ses collègues. En gros, plus on est sympa, disponible et efficace, plus on gagne. Paul, what's the crack? Pool, you want to play pool today? Buongiorno. Come va? Bom dia, Sara. Tudo bem? Bonjour. Bonjour. Ça va? Buenos dias, chico. ¿Qué pasa? I'm making it up. I know. But try, if it works. Graham created it. I think it works. See, that was good. My job. Mon boulot? Je fais beaucoup de choses. J'ai plusieurs responsabilités. La première, c'est d'abord d'apporter un support technique aux utilisateurs italiens sur certains de nos produits. Dans mon équipe, on s'occupe plutôt des produits créatifs. Ensuite, il y a tout le reste, c'est-à-dire aider au lancement de nouveaux produits pour ma part de marché. Aider mon équipe à résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Comme j'adore les techniques, je peux résoudre parfois quelques problèmes, même s'ils ne relèvent pas directement de ma responsabilité. Et c'est super parce que tu es en contact avec le monde extérieur et en même temps, tu aides ton équipe. It's the same procedure as in Gmail to get the IP address and the connection and all the details, personal details? We never give details around. Yes. Totally, unless there is a court order or something. Okay. It's like a little family. C'est comme une petite famille. Google n'est pas aussi exigeant avec toi, je pense. Tout ce que je fais, je le fais avec plaisir. Personne ne me force à rester tard. So I'm not forced to stay here later. You have a ticket in Blogger in Spanish or it's like an internal thing? No, it's in Spanish, Blogger. It's from the police. From who? The police. So you don't have a legal Spanish point person? She's on holidays, I'm doing her back. What you get Ce que tu reçois en retour, tu travailles dans un endroit sympa avec des gens sympas. C'est un bon équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Le meilleur contrôle qui puisse être exercé sur un individu, un travailleur, un collaborateur, c'est par ses collègues. C'est à la fois le contrôle et en même temps la motivation. C'est formidable de bien travailler pour son patron, mais c'est encore beaucoup mieux de bien travailler pour des collègues qui vont vous dire « t'es vraiment champion, là t'as réussi quelque chose de difficile ». Des collègues dont on cherche d'autant plus adhésion qu'ils sont formidables. Lassie est à Mountain View, Tofi est sur le chemin du retour, Alex est à Hyderabad, Abhilash est dans la nature. J'ai d'ailleurs eu des nouvelles, mais la première chose, nous avons reçu une demande. Ça s'appelle « Mort par étouffement sous 1000 petits papiers ». Ça vient de l'étage au-dessus. Le bureau essaye d'établir une sorte de liste des 10 trucs bureaucratiques les plus énervants. Les trucs qui t'empêchent d'avancer. Les trucs les plus bureaucratiques. Tu peux nous donner un exemple ? Par exemple, il faudrait raccourcir le processus d'embauche. Et puis quelque chose qui est cher à ton cœur, la traduction des logiciels. Et il y a un autre truc qui nous embête vraiment, les logiciels utilitaires. Tout ça, ça pourrait être sur cette liste. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est la foire au job. Emmanuel est venu me voir complètement paniqué pour me dire qu'il y avait des équipes qui faisaient des trucs énormes. Il pense qu'on aurait dû voir plus grand. Ce qui coince vraiment, c'est la promotion interne. Plutôt que monter dans la hiérarchie de l'entreprise, ce qui peut s'avérer difficile quand on embauche 3000 personnes par an, Google encourage plutôt la mobilité. Changer de job, de service, de compétences, voire de pays, ou bien rester là où on est et voir sa charge de travail augmenter par la seule grâce de la croissance de Google. Mais si on s'est donné tant de mal pour engager du personnel, autant essayer de le garder.
D'où cette kermesse d'un nouveau genre où chaque service, dans la plus pure googlitude, va essayer d'attirer un googleur dans ses filets en usant et abusant de gadgets siglés et d'humour potache. Tu veux nous rejoindre ? Qu'est-ce que tu me donnes ? Comment est-ce que tu attires les gens ? On a un bon d'achat de 100 € sur le net. Alors qu'est-ce qu'il faut que j'écrive ? Est-ce que tu connais l'équipe Initiative Stratégique ? Non, mais je peux deviner ce que vous faites. Nous sommes essentiellement divisés en plusieurs petits groupes. Optimisation, formation du client, tout est écrit là. Nous sommes une équipe toute nouvelle et on ne sait pas trop encore à quoi on sert. On cherche des idées stratégiques. On adorerait que tu nous rejoignes. Donc vous cherchez tous ces gens ? On cherche des Français et des Espagnols. Je peux prendre le poste de manager ? Bien sûr, sers-toi. Mais je vois que vous ne cherchez pas d'Italiens. Non, pas encore. Alors c'est pas pour moi alors. Ce que je peux faire pour avancer, c'est avoir des objectifs clairs et établir des chemins qui me permettront d'atteindre ces objectifs. Si tu es prêt à te battre pour ça, si tu n'as pas peur de jouer des coudes, comme on dit en Italie, ça ne tient qu'à toi d'évoluer. Ce sera difficile. Je ne serai peut-être pas au bon endroit, au bon moment. Il faudra que je sois patient parce que ce n'est pas le bon timing pour avancer, ou il n'y aura pas de poste qui me corresponde. Si je continue à montrer ma détermination, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, je vais y arriver. Moi, c'est Christian. J'aimerais bien vous rejoindre à la maintenance du site. Qu'est-ce que vous avez chez vous que nous n'avons pas au service conso ? Eh bien, nous sommes le groupe d'ingénieurs qui s'occupe de la maintenance du site Google. Nous travaillons dur pour que les utilisateurs n'aient jamais aucun problème sur notre site, que le site soit rapide, qu'il fonctionne tout le temps. Ce n'est pas stressant d'être d'astreinte tout le temps ? Par exemple, la nuit, on peut vous réveiller ? Oui, mais nous sommes une équipe mondiale. Malgré tout, ça peut arriver. Il nous est arrivé de gérer entièrement le site de Dublin, donc on peut nous appeler jour et nuit. Une fois même, le ministère de la Sécurité intérieure américaine nous a appelés pour nous demander si nous avions des problèmes et s'ils pouvaient nous aider. On leur a répondu qu'on avait la situation en main. C'est plutôt rare qu'on ait des problèmes de toute façon. Mais on ne sait jamais. Tout peut arriver. En tant qu'ingénieur, tu bénéficies de la règle des 20% de temps que tu peux consacrer à tes projets personnels, si tu as 20% de ton temps. Absolument. Nos ingénieurs travaillent avec d'autres équipes. Pour encourager la créativité, nous donnons le pouvoir à nos employés. Nous leur permettons de poursuivre leurs rêves et pour nous, la meilleure méthode, ça a été de créer la règle des 20%. Ce que nous disons, c'est qu'une journée par semaine, vous pouvez travailler sur le projet personnel qui vous paraît le plus important. C'est pas forcément votre boulot habituel. C'est quelque chose qui vous passionne. Et nous pensons que quand nous prenons des gens très intelligents, avec la formation qu'ils ont, et qu'on les lâche dans la nature, ils mettent toute leur énergie à créer quelque chose, même si ça n'a pas d'intérêt stratégique pour nous. Et nous avons obtenu des résultats merveilleux. Les ingénieurs sont une caste à part chez Google. Mieux payés, moins encadrés, leur accorder 20% de temps libre, c'est offrir à l'entreprise 20% de créativité supplémentaire. Et si c'était une manière googly de retenir les meilleurs, ceux qui auraient des velléités d'aller vendre à d'autres leur savoir-faire et leur intelligence. La motivation principale de la majorité des ingénieurs, ce serait effectivement d'être à l'origine de quelque chose de nouveau, d'un nouveau produit, Google, qui deviendrait très connu et très réussi. Cela dit, tout le monde est conscient que faire quelque chose comme ça tout seul, ça ne se fera pas. Le 20%, donc le fait que les gens techniques ont 20% de leur temps pour faire ce qu'ils veulent. Personne ne peut leur dire quoi faire ou ne pas faire pendant ce temps-là. C'est utilisé en partie pour donner une équipe à quelqu'un qui n'en a pas. Donc si j'ai une très bonne idée et que je fais un petit prototype, je montre ça à mes amis qui trouvent ça super, ils vont venir me donner leurs 20%, travailler là-dessus avec moi. Donc du coup, j'ai une équipe, sans que personne n'ait quoi que ce soit à redire. Les 20%, c'est très important quand on fait attention à un élément clé de la culture de Silicon Valley qu'on appelle the hacker's ethic, la morale, l'éthique du hacker. Le hacker
pour les gens qui y croient, c'est pas du tout des gens dangereux, c'est des gens qui au contraire passent leur vie à inventer des technologies, des gens qui sans se faire payer travaillent par plaisir à inventer des nouvelles technologies. Étant entendu que dans le plaisir, il y a aussi de l'ego, c'est de la réputation, on est reconnu par les siens, on est cité, on finit par être apprécié et le nom apparaît dans un grand nombre d'endroits. Mais il y a une culture qui correspond à ça et il y a des gens qui vibrent et qui répondent à cette culture. Et Google l'a compris. Au début, je n'ai rien compris. Pourquoi cela marche-t-il? On embauche à tour de bras, on double le nombre d'employés en un an et ça continue à fonctionner. On va même encore plus vite. La raison, c'est que Google a inventé un nouveau type d'organisation, une structure où l'information circule librement. Et ça, c'est génial. J'adorerais avoir ça si j'étais chef d'entreprise. Donner aux gens la plus grande liberté et accomplir ses objectifs. Samuel fait partie de la très longue liste de gens qui sont Googleurs car Google a racheté leur société. Près de 50 startups ont ainsi été avalées depuis 2001. Google a regroupé ses ingénieurs européens au cœur de la ville de Zurich. 300 personnes qui travaillent en direct avec les autres sites de Google disséminés dans le monde. Mountain View, bien sûr, mais aussi Londres, Sydney, Hyderabad en Inde, Tokyo, Séoul, Seattle. Une forme de chaos global où plus personne ne sait qui dirige qui. Je n'en ai absolument aucune idée. Aucune idée, vraiment aucune. Il y a le niveau du vice-président et en dessous, je ne sais pas. Je crois qu'il y a 3 niveaux. Mais parler au président ou au vice-président, c'est super simple. Tu envoies un email et tu reçois une réponse. L'innovation ici ne vient pas d'en haut. Par exemple, si Eric Schmidt nous impose d'ajouter une fonction dans un logiciel et que les ingénieurs ne comprennent rien à ce qu'il dit, ça ne peut pas marcher, ça bloque tout le monde. C'est mieux d'avoir des petites équipes qui créent de l'innovation. C'est beaucoup plus rapide. On prend les décisions tout de suite et on avance. On ne demande la permission à personne. Ici, toutes les décisions viennent de la base. Mais ça veut dire beaucoup de discussions. Personne n'impose quoi que ce soit. Il faut savoir convaincre les gens, dire « Hé les gars, ça c'est bon pour la boîte ». C'est une approche très démocratique. On est donc dans un dispositif qui est à la fois extrêmement sympathique, mais en même temps une surveillance impitoyable parce qu'on est en permanence contrôlé par ses collègues. On travaille avec ses collègues. Tout le système Google, il faut bien le voir, tout le système Google est un système qui manie des techniques extrêmement sympathiques, mais en même temps impitoyable. C'est un mélange de sympathie et d'impitoyable. Là où Google est impitoyable, c'est par l'arrogance avec laquelle il sort de nouveaux produits et nargue la concurrence. Oscillant entre le grand public et les entreprises, Google a décidé, comme pour la recherche, de conquérir tous les ordinateurs de la planète. Comme nous sommes une entreprise immense et que nous avons des utilisateurs dans le monde entier, il faut beaucoup tester avant le lancement et ça prend du temps. Mais comme il y a un grand nombre d'ingénieurs qui travaillent sur ce produit, le cycle de lancement paraît rapide de l'extérieur. Mais on pourrait aller vraiment plus vite. Google a un rythme de sortie ou de mise à jour des produits très soutenu. Donc toutes les 2 semaines, on essaie de sortir des choses. Sergio est évangéliste des produits Google, un croisé d'un nouveau genre. Il y a 2 types de produits, les produits consommateurs, donc qui sont des produits gratuits, comme Google Maps par exemple. Et puis sur ces produits, il y a aussi des produits clients. Donc ça fait énormément de produits. Toutes les 2 semaines, du coup, nous on réunit toutes les équipes et on les met au courant de ces nouveautés. Et il y a toujours au moins 4 ou 5 différents items à l'agenda. Je vais aller le mettre en place après mon yop. Ce qui caractérise Google, c'est qu'ils n'ont rien à vendre.
Ils ne vous offrent que des produits gratuitement. Ils peuvent donc aborder n'importe quel marché, comme Google Earth, et ils peuvent dégommer toutes les entreprises du secteur qui font payer les gens. Ils leur marchent dessus. Sergio va nous faire pénétrer dans l'univers de Google Analytics. Salut. Un logiciel destiné aux possesseurs de sites internet. Tu viens à la gâte ou pas? Cool. Mais oui, Sergio, on louperait jamais les formations que tu fais. Le public de Sergio aujourd'hui est composé de commerciaux chargés à leur tour d'évangéliser leurs gros clients sur les qualités d'Analytics. Je viens déjà de m'enfiler 2 pommes. Premier sujet, la bouffe. Alors, parce qu'il faut savoir un truc chez Google, c'est que les premiers, généralement les garçons qui viennent d'arriver chez Google, genre Sergio a pris 10 kilos quand il est arrivé. Ouais, bon, je suis en plein régime là. Sébastien, je pense qu'il a dû en prendre 10 ou 15. Tout le monde en prend. Moi j'avais pris 4. Parce que les gens se bourrent de trucs. Bon, ouais, je démarre. Donc ça, c'est la nouvelle interface. Donc pour ceux qui connaissaient très bien l'ancienne comme Prune, ça va faire un gros changement. Tu vas être tout perdu. C'est surtout le orange. Donc en gros, visiteurs, c'est les informations sur vos visiteurs. Contenu, c'est les informations sur le contenu du site, donc les pages vues, les pages les plus visitées, les pages de sortie, les pages d'entrée. Les objectifs, c'est les objectifs définis par l'utilisateur sur son site. Donc on peut aller voir si les objectifs ont été remplis par les internautes. L'objectif, c'est l'atteinte d'une page, par exemple. Ouais, grosso modo, c'est ça. Donc c'est soit une page de remerciement après un achat, après une inscription. Ça peut être juste une page vue quelque part dans le site. Ça peut être le téléchargement d'un PDF, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu abordes les différences entre Google Analytics et les autres produits? Parce que ça, c'est souvent des questions qu'on a. Tout à fait. Voilà où on est, nous. On est le gros truc jaune. Donc, ouais, en 1 an et demi, on a carrément bouffé le marché, mais bon, forcément, c'est gratuit. Ouais. Non, ça c'est mondial. Nous, la différence avec les autres concurrents, comme vous le constatez, c'est qu'on s'adresse à la fois à des gens qui veulent des choses assez simples et des gens qui sont prêts à avoir des choses plus complexes et à payer très cher. Donc nous, on s'adresse à tout le marché. Donc c'est gratuit. Ça, c'est quand même un des gros avantages. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit, le jour où ils le lancent, 10, 20, 30, 50 millions de personnes l'adoptent le matin même. Quel que soit le secteur abordé, ils sont instantanément, en une matinée, le plus gros acteur de ce marché. Voilà, quand on vous parle de problèmes de protection des données, vous pouvez dire, ça c'est vraiment quelque chose de résumé, Manuel, à des choses plus complètes. Vous pouvez dire qu'en gros, on n'identifie pas les visiteurs. Enfin, si c'est un problème de données des visiteurs, on ne les identifie pas. On sort que des données agrégées. Donc on ne va pas pointer du doigt un utilisateur. Et personne chez Google ne voit leurs données. Pour être clair, on n'a toujours pas le droit d'aller voir les données de nos clients. Non. Google a posé son empreinte sur le monde et nous en sommes très conscients. Cela a accru notre sens des responsabilités et les dilemmes éthiques qui se présentent à nous. Les Googlers sont très impliqués, c'est débattu de façon très ouverte. Notre décision d'aller en Chine, les problèmes autour des droits d'auteur, ce sont des sujets que nous débattons en interne. Nous nous rendons compte que des gens raisonnables peuvent ne pas être d'accord entre eux. Pour la Chine, nous reconnaissons que la censure est un véritable inconvénient. Mais nous fournissons un service à plus d'1 milliard de personnes qui n'auraient pas d'autre outil pour rechercher l'information s'ils n'avaient pas Google. Et si nous sommes évidemment obligés de coopérer avec les lois locales pour offrir ce service, l'avantage d'avoir Google disponible pour ce milliard de personnes en supplante les inconvénients, aujourd'hui tout du moins. C'est à ce moment-là que les gens ont réalisé que Google n'était plus cette petite boîte sympathique, mais plutôt un énorme conglomérat prenant des décisions pragmatiques, voire même cyniques. Ce n'est pas l'image qu'ils avaient jusqu'à présent. Quand on se retrouve chez Google, très peu de gens pensent à l'aspect polémique. De toute façon, toute compagnie qui va avoir de l'impact va nécessairement créer un petit peu de polémique, mais la plupart des gens techniques ne sont pas vraiment impliqués dans ce genre de choses. Je veux dire, on a un certain nombre d'aspects qu'on a toujours en tête, par exemple, je sais pas, l'aspect informatique et liberté, privacy.
Donc ça, chaque fois que quelqu'un construit un produit, c'est un souci. Ils essayent d'avoir autant d'informations que possible sur les traces que nous laissons sur l'Internet. Et toutes ces informations se trouvent en un seul endroit virtuel, c'est-à-dire dans une seule entreprise. Et donc, si cette entreprise change parce que la politique change, parce que l'État change, parce que la direction change, parce que, enfin j'en sais rien, à ce moment-là, on pourrait se retrouver devant le fait qu'une quantité énorme d'informations se trouve dans une situation qui peut être dangereuse pour nous. Et donc on peut avoir toutes les meilleures intentions et les meilleures relations du monde avec les gens de Google. Les gens de Google peuvent être délicieux. Il y a quand même un problème quant à la quantité d'informations dont ces gens disposent sur la Terre entière. C'est une inquiétude légitime. Les gens s'inquiètent sur la confidentialité vis-à-vis des annonceurs et vis-à-vis de leurs données personnelles. Si nous perdons le soutien de nos annonceurs ou des utilisateurs, l'entreprise est fichue. Il faut trouver une solution qui soit satisfaisante pour tous. De l'aveu même d'Eric Schmidt, ni Google ni les autres acteurs de l'Internet n'arrivent à nous rassurer sur le problème de la confidentialité des données. Toute cette prospérité est donc basée sur une relation de confiance. Alors n'oubliez jamais que vous pouvez tout défaire d'un seul clic. Il y a un paradoxe intéressant avec Google. Le service est gratuit, le nom est sympa, c'est plein de jeunes, le décor est branché, il y a des babales en plastique et des tables de billard. Google est synonyme d'éclat, de contre-culture et plus encore. Mais en fait, quand vous lisez les journaux, le Google que vous découvrez n'est pas le Google de votre imagination. Ce Google-là est énorme. Il domine tous les secteurs qu'il a pénétrés. Il est en train d'avaler l'ensemble du monde de la publicité, morceau par morceau. Il a cédé aux Chinois sur la censure. Il ressemble à un énorme prédateur, et en même temps, dans votre esprit, c'est Google. Dans le monde merveilleux de demain, Google s'est arrogé une place unique. Celle de la détention de tous les savoirs, celle de l'innovation élevée au rang d'obsession, celle de la cible de toutes les attaques. Mais les mondes virtuels sont volatiles par définition. Google pourra-t-il maintenir son utopie d'entreprise quand les Googleurs qui ont 25 ans aujourd'hui devront quitter leur bureau à 5 heures pour aller chercher les enfants à l'école? Ou bien Larry et Sergey seront-ils devenus les rois de l'entreprise des enfants perdus?